Les gérants, tenanciers de maquis et de restaurants ivoiriens formés aux bonnes pratiques d'hygiène des aliments, une initiative du ministère du Tourisme. Enfin, 27 novembre 1940, 27 novembre 2017, Bruce Lee, acteur et réalisateur sino-américain, aurait eu 77 ans aujourd'hui. Hommage ce soir au Petit Dragon. Bienvenue, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire accueille le 5e sommet Union africaine, Union européenne. Les travaux vont se dérouler à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Rencontre placée sous le signe de la jeunesse avec en priorité la mise en place de perspectives économiques pour les jeunes Africains. Cette réunion est donc le cadre officiel de la coopération entre l'Union européenne et le continent africain. Mais où en est cette collaboration? Les explications de Mahama Traoré. Au départ, c'était le sommet Afrique-Union européenne. 17 ans après, l'appellation a changé pour devenir sommet Union africaine-Union européenne. Toutefois, l'objectif est demeuré le même, à savoir renforcer les échanges et les relations entre l'Afrique et l'Europe. Cette nécessité sera au cœur du premier sommet tenu début avril de l'an 2000 au Caire en Égypte. Lors de cette rencontre, dirigeants africains et européens s'engagent à donner une nouvelle dimension à leur partenariat à l'entame du nouveau millénaire marqué par la mondialisation rapide. Conformément aux principes d'alternance adoptés par les deux parties, Lisbonne, la capitale portugaise, va abriter le deuxième sommet en décembre 2007. Sommet qui voit l'adoption d'une stratégie conjointe Union africaine-Union européenne. Objectif: ouvrir une nouvelle ère de coopération d'égal à égal entre les États membres des deux organisations. 3 ans plus tard, en 2010, Tripoli, la capitale de la Libye, est l'hôte de la rencontre. Dirigeants africains et européens optent alors pour une démarche inclusive, c'est-à-dire impliquer toutes les couches de la société pour la bonne marche du partenariat. La dernière édition du sommet remonte à décembre 2014. Elle s'est tenue à Bruxelles en Belgique sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Après Bruxelles, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est choisie pour abriter le 5e sommet, une première en Afrique subsaharienne. Sont attendus sur les bords de la lagune ébriée plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement. Tous mobilisés pour relever les défis liés à l'épanouissement des jeunes générations sur les deux continents à travers le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Direction à Tiéguacro, dans le centre du pays. Le village d'Assanou vit essentiellement du tissage de pagnes traditionnels, de beaux tissus de tout genre, que nous présente Charles Tatou de RTI Boaké. Localité du département d'Atiéguacro. Assanou, petit village mais très important pour le district autonome de Yamoussoukro. Le village est très animé. Ici, la population est agricole. Mais le tissage de pagnes traditionnels baoulés est la principale activité. Les pagnes sont lourds, les pagnes ne sont pas faibles, et puis bien larges. Et que ce soit la grosseur de la personne, elle peut porter. Une spécificité ici. Les pagnes de couleur bleu, bleu clair, bleu pur, jaune, orange, tout se fait ici. Et puis les confiants que les nobles portent là. En tout cas, ici, les gens le font. Dans le mois, il fait 100 pagnes. Ça me rapporte 75 000. Pour les Fouboigny, l'autre ville avait enregistré près de 250 maisons. Par contre ici, j'aurais appris comme ça que c'est 50 maisons qu'ils ont eu. Mais malgré cela, ce village est plus animé compte tenu de leur activité économique. Particularité d'Assanou comparativement aux autres villages d'Atiéguacro. Les activités de petits commerces se développent très rapidement. Cela du fait de la présence des tisserands, artisans autour desquels gravitent d'autres activités. Il existe même une banque virtuelle à Assanou. Dans leur activité, l'insécurité était sur cette voie-là. Donc pour éviter que soit braqué ou bien il y ait des coupeurs de route pour pouvoir arracher leur pub, ils utilisent désormais pour pouvoir faire leurs opérations. Même les acheteurs, quand ils viennent, font leur dépôt, arrivés ici, font leur retrait pour faire les achats. Aux heures de pointe où l'activité bouge, par jour, on peut faire un retrait de 800 000. Bon, mais quand si c'est pas trop, on tourne autour de 500. Nos clients nous envoient 200 000 pour retirer. Puis on prend faire notre travail.
puis on envoie les packs. Les infrastructures de base font d'Assounou un village moderne. De même, les maquis et restaurants permettent aux fonctionnaires, notamment les enseignants et les encadreurs du monde paysan, de se sentir comme s'ils se trouvaient dans un quartier de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays. Je vous l'annonçais dans les titres, les gérants, tenanciers de maquis et de restaurants ivoiriens ont été formés récemment aux bonnes pratiques d'hygiène des aliments. Cette initiative du ministère du Tourisme va leur permettre d'avoir les compétences en matière de conservation des aliments depuis leur production jusqu'à leur consommation. Les explications de Honorine Agnigori. Ce sont 500 promoteurs, gérants et employés de restaurants et de maquis de la commune de Yopougon qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité. Il a porté sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Initié par la direction de la coopération et de la professionnalisation du ministère du Tourisme, cette formation vise à garantir un meilleur service de la clientèle et faire face aux défis d'assurer aux clients consommateurs une hygiène alimentaire. Nous avons donc estimé qu'il fallait renforcer les capacités des opérateurs dans ce domaine précis de l'hygiène alimentaire pour déjà garantir la sécurité de tous les clients qui viennent dans les restaurants, mais également renforcer donc la confiance de la clientèle vis-à-vis des restaurants et maquis. Pour les participants, ce séminaire est le bienvenu afin de les aider à mieux maîtriser les règles d'hygiène alimentaire. Ça m'a appris à savoir gérer. Ça m'a appris aussi comment il faut aborder le client, comment il faut entretenir le restaurant. Le maquis déjà restaurant est un produit unique au monde et l'Ivoirien doit être fier et nous les professionnels nous devons être fiers d'avoir ce type de restauration. Raison pour laquelle la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire ne cesse de prôner et de donner des conseils à ses membres de pratiquer, de mettre en priorité l'hygiène. Adélaïde Ndri, consultante en management, a partagé ses connaissances avec les participants. Qui dit bonne pratique d'hygiène alimentaire, il y a on peut dire des principes qu'on doit mettre en œuvre, notamment concernant l'environnement, concernant le matériel, les matières premières, tout ce qui rentre en jeu pour la préparation des mets, concernant le personnel, sa formation en matière d'hygiène. Des visites sur le terrain pour s'enquérir de la bonne tenue des maquis et restaurants et la remise d'attestations aux participants ont constitué les autres temps forts de ces séminaires. Une toute autre formation, cette fois à l'endroit des sages-femmes. Objectif, réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays. À noter que cette dynamique s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Thomas Guessambi. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale, des offres de soins de qualité aux populations, des préoccupations qui amènent le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à organiser des séances de renforcement de capacité. Une formation de 6 semaines pour renforcer les capacités des sages-femmes des différentes structures sanitaires de premier contact du pays. Question de mieux appréhender une urgence, la référer à temps, bien coordonner les soins prodigués aux femmes enceintes et assurer convenablement la réanimation du nouveau-né. Quelques sages-femmes qui vont être un peu les formatrices, ils vont bénéficier, et là à titre vraiment innovant, exceptionnel, d'une formation qui normalement c'est les gynécos qui la font, mais les sages-femmes vont avoir des repères pour manipuler la sonde obstétrique, la sonde d'échographie pour repérer les présentations difficiles, repérer quand il y a des hématomes rétroplacentaires, quand il y a des choses qui nécessiteraient le transfert à temps de la parturiente. L'un des objectifs du développement durable est d'éliminer tous les décès liés à l'accouchement. Autrement dit, si la sage-femme du niveau 1 fait la prise en charge,
assure la mise en condition, transfère et accompagne la patiente jusqu'au niveau 2 qui sera prête à l'accueillir. Le décès maternel et néonatal sera évité. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. La famine frappe au Yémen et selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 11 millions d'enfants ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Le pays est en proie à la guerre depuis 2014. Des milliers d'écoles et centres de santé ont été endommagés ou entièrement détruits. Île de Bali, en Indonésie, le volcan Agung est sur le point de se réveiller. En effet, depuis près d'une semaine, de la fumée s'échappe de cette montagne. Les autorités indonésiennes ont déclaré l'état d'alerte maximal. Plus de 100 000 habitants doivent être évacués. Il est l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux du XXe siècle. Bruce Lee, alias le Petit Dragon, incarne dans notre imaginaire le symbole de l'invincibilité physique. Cet acteur et réalisateur sino-américain, né le 27 novembre 1940, est mort d'un œdème cérébral à Hong Kong en 1973. Ce soir, RTI 2 salue cette légende du cinéma. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 dans le Chinatown de San Francisco. On lui donne le nom de Lee Jong-fan. Lee se transforme alors très vite en son homonyme américain Lee, qui signifie protecteur de San Francisco. Grâce à son père qui côtoie le milieu cinématographique de Hong Kong, Bruce est très tôt un enfant star. Il enchaîne des films qui ont plus ou moins de succès. Bruce Lee part aux États-Unis, à San Francisco. Il exerce plusieurs petits métiers dans la communauté asiatique de San Francisco. Il obtient son diplôme universitaire. Entre-temps, Bruce découvre la deuxième passion de sa vie, les arts martiaux. Il a 13 ans et William Chang, un de ses meilleurs amis, l'initie au Wing Chun Kung Fu. Le 25 octobre 1963, aux États-Unis, il rencontre Linda Emery, une jeune étudiante d'origine suédoise qui deviendra sa femme. Le 3 juin 1964, Bruce commence à enseigner sérieusement les arts martiaux. Mais après avoir gagné un duel, Bruce met en doute l'efficacité de l'enseignement traditionnel. C'est alors qu'il commence à développer le Jeet Kune Do, qui est basé sur son expérience personnelle martiale et philosophique. En 1969, tout va très vite. Ed Parker, reconnu comme le père du karaté américain, l'invite à Long Beach à son premier tournoi international de karaté. Bruce montra son efficacité notamment grâce à son célèbre One Chin Punch. Début 1965, Bruce Lee obtient un rôle, celui de Kato, dans la série télévisée Le Frélon Vert de Green Hosney. Au bout d'une seule saison, la série s'arrête. Mais la performance de Bruce Lee a tout de même marqué le public. Et des stars comme Steve McQueen, James Coburn, Kareem Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski deviennent ses élèves. Par la suite, sa carrière stagne rapidement. Le cinéma américain accepte mal les acteurs non blancs. En 1970, Bruce subit une sévère blessure au dos provoquée par une surcharge de poids à l'entraînement. Il restera immobile durant plus de 6 mois, mais il aura tout de même jusqu'à la fin de sa vie des douleurs régulières au dos. Sa carrière commence vraiment en 1971 avec Big Boss. La même année, il se consacre à la superproduction hollywoodienne de la Warner Bros. Le film Opération Dragon réalisé par Robert Klaus, qui fera de lui une star internationale. Malheureusement, il ne verra jamais ce succès car Bruce Lee meurt avant la sortie du film, le 16 octobre 2005. Il a succombé à un œdème en 1973 alors qu'il était chez l'actrice taïwanaise Betty Tang Ping. Le médecin légiste conclut alors à une mort accidentelle, ce qui alimente les rumeurs de prise de drogue. 5 ans après sa mort, le jeu de la mort reprend son lui. Le scénario est alors modifié et raconte l'histoire de Billy Lo. Des images des vraies funérailles de Bruce Lee sont utilisées pour la scène des grandes funérailles organisées par Billy Lo. À la fin du film, Bruce Lee réapparaît quand il avait tourné 3 scènes de combat. Merci de nous avoir suivis.